Bien sûr, récapitule. On avait un plat préparé et on voulait voir si, au milieu du bœuf par exemple, il n'y avait pas des traces d'ADN de porc ou de poulet. Pour ça, on a décidé d'amplifier l'ADN de porc et de poulet en faisant une PCR. Il faut bien comprendre ce qu'est une PCR et puis il faut bien anticiper les résultats d'une PCR. C'est-à-dire, pour faire une PCR, il va falloir des réactifs, il va falloir tout fignoler pour que la PCR n'amplifie que le porc par exemple. Donc il faut bien comprendre tout ça et on va faire appel à l'ordinateur, à la bioinformatique pour anticiper les résultats. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, la PCR, la réaction en chaîne de polymérisation, Polymerase Chain Reaction, eh bien, on va voir comment elle se fait. On l'a déjà vu en cours, mais on va la détailler un petit peu plus. Alors, vous voyez ici, je vous ai mis une séquence, un brin d'ADN, et on veut amplifier une région qui apparaît ici en violet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une région là amplifiée, ça doit être une petite région. Ça ne sert à rien d'amplifier une grande région. Surtout que la PCR, elle ne pourra pas amplifier de grandes régions. Ce qui va amplifier la région, c'est l'ADN polymérase, qui va copier cette région un très grand nombre de fois, et c'est pour ça qu'on va faire une réaction en chaîne de polymérisation. Il faut bien donc rappeler les caractéristiques d'une ADN polymérase. Une ADN polymérase, elle a besoin d'une matrice, c'est-à-dire de brins d'ADN qui lui serviront de modèle pour qu'elle fabrique des brins complémentaires. Donc en gros, la matrice, c'est la partie violette que l'on voit ici, que l'ADN polymérase doit copier un grand nombre de fois. Il faut bien se rappeler aussi que l'ADN polymérase, pour pouvoir travailler, elle doit avoir des brins séparés, ce qui se fait naturellement dans la réplication grâce aux hélicases. Donc il va falloir qu'on sépare les brins, et pour ça on va faire une dénaturation. La dénaturation, elle se fera à grande température, donc autour de 94 degrés, mais ça peut être un peu moins, un peu plus. Donc ça, déjà, ça soulève un point, l'ADN polymérase qu'on va utiliser, il va falloir qu'elle résiste à la température de 94 degrés. Donc c'est pas n'importe quel ADN polymérase. Autre caractéristique donc. Donc une fois qu'on a séparé les deux brins, qu'on a fait donc une dénaturation, il faut bien se rappeler qu'une ADN polymérase, elle travaille toujours dans le sens 5' vers 3'. Elle va écrire dans le sens 5', 3' en lisant un brin dans le sens inverse, 3', 5'. On se rappelle aussi que pour travailler une polymérase, elle a besoin qu'on lui dise où commencer à travailler. Une ADN polymérase, pour être exact, a besoin d'une amorce, de l'hybridation d'un petit oligonucléotide à un endroit, et comme ça, elle saura qu'elle doit continuer à copier en partant de cette amorce. Donc, on va ainsi se mettre à une température où on sera à même d'hybrider les amorces. Dans le cadre de cette PCR, j'insiste sur le fait donc qu'on fait varier la température. La réaction en chaîne de polymérisation fait varier beaucoup la température entre 94 et 60 degrés. Donc il faut une ADN polymérase thermorésistante, résistante à la chaleur. Donc généralement on utilise des ADN polymérases tels que la TAC ou la PFU, extraits de différents organismes. En tout cas pas n'importe quelle ADN polymérase, puisque les nôtres, elles travaillent autour de 37 degrés, elles ne travailleraient pas à 94, elles ne survivraient pas à cette température. Donc, on a bien compris qu'il faut une ADN polymérase qui a des caractéristiques. Et puis, on a vu qu'il fallait des amorces. Alors, on va détailler les caractéristiques. Ces amorces, elles doivent être deux. Il en faut une pour chaque brin. Ces amorces, elles ne doivent pas s'hybrider n'importe où. Déjà, elles s'hybrident autour de 60 degrés. Alors, on doit avoir deux amorces. Chaque amorce doit être complémentaire d'un brin. C'est les amorces que je vous ai dessinées ici en vert et en rouge. C'est des oligonucléotides, 20, 25, 30 nucléotides. Et donc, vous s'hybridez chacune sur un brin. Elles doivent être adaptées pour permettre à l'ADN polymérase de travailler dans le sens 5', 3'. Attention, j'ai bien dit que l'ADN polymérase écrivait dans le sens 5', 3', elle lit en revanche le brin matrice dans le sens 3', 5'. Donc, est-ce que l'amorce peut s'hybrider ici? La réponse est non. Si elle s'hybride ici, elle va écrire l'ADN polymérase dans le sens 5', 3', elle va donc assurer la continuité du brin dans cette direction que vous voyez en pointillé. Donc on ne copiera pas la partie violette. Est-ce que l'amorce peut s'hybrider là? Non plus. Car, certes, cette fois-ci, on va écrire dans le bon sens, mais on aura copié plus que la partie violette. Donc, l'amorce, elle doit être inclue dans la région que l'on va amplifier. L'amorce, elle doit être ici. Et il faut une amorce sur l'autre brin qui a à peu près les mêmes caractéristiques, qui va s'hybrider au bon endroit. Donc, l'orientation des amorces est importante et il faut qu'elle soit aussi sur les bords, sur la région amplifiée, inclus dans cette région amplifiée.
Enfin, votre amorce doit être spécifique, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle aille s'hybrider à plusieurs endroits du génome. Il ne faudrait pas qu'on aille amplifier tantôt sur le chromosome 1, puis tantôt sur le chromosome 2. Non, idéalement, si on veut une PCR qui marche bien, elle ne doit amplifier qu'une seule région du génome du porc si on fait une PCR pour amplifier l'ADN de porc. Il faut aussi que cette PCR soit spécifique, qu'elle ait une interspécificité, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle puisse amplifier la même région chez le bœuf, le poulet. L'amplification ne doit marcher que chez le porc si c'est pour le porc, que chez le bœuf si c'est pour le bœuf, et ainsi de suite. Donc, il faut bien vérifier la spécificité des amorces. Enfin, il faut s'assurer que vos amorces s'hybrident à la même température. On va donc regarder, alors ça c'est un détail que je vous laisse voir, mais il ne faut pas bien sûr qu'elles s'hybrident entre elles, mais on va surtout regarder cette notion de température. Ça c'est très très important. On va vérifier ce qu'on appelle le TM, qui dépend du GC. En effet, les GC font 3 liaisons hydrogènes, alors que AT font 2 liaisons hydrogènes. Donc en fonction de la teneur en GC, les amorces ne vont pas s'hybrider à la même température. En effet, des amorces riches en GC peuvent supporter des hautes températures, elles s'hybrident plus facilement, alors que des amorces riches en AT, il va falloir bien baisser la température pour qu'elles puissent s'hybrider, parce qu'elles ont tendance à être fragiles, à mal tenir sur l'ADN. Donc il faut bien vérifier que vos deux amorces, elles aient des TM proches. Et ça veut dire des teneurs en GC proches. Donc on a vu les caractéristiques des amorces. On a vu que dans la PCR, il fallait dénaturer la matrice, hybrider des amorces avec des caractéristiques bien précises qu'il faut bien connaître. Et puis ensuite, on peut passer à une polymérisation qui peut se faire, par exemple, pour la Taq polymérase à 72 degrés. Cette polymérisation, elle se fait de façon assez simple. C'est une réaction de polymérisation classique, c'est-à-dire en gros, une ADN polymérase va utiliser des nucléotides et va fabriquer les deux brins complémentaires des deux brins initiaux de la matrice. Cela dit, vous voyez, déjà on copie un peu plus. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors des premiers cycles de la PCR, on a tendance à amplifier un peu plus que la région en violet, mais c'est pas grave. Lors des autres cycles, vous avez qu'à regarder le lien que je vous ai donné sur le cours vers Wikipédia, vous comprendrez que vers les autres cycles, on n'amplifiera par la suite que la région que l'on désire amplifier. Pour ce qui est des nucléotides de l'ADN polymérase, ce sont des DNTP dont a besoin l'ADN polymérase, c'est-à-dire des désoxynucléotides, triphosphate. C'est ce type de nucléotides qui sont incorporés pour l'ADN. Les NTP, ça sert plutôt pour l'ARN. Donc, ce qu'on comprend bien, comme ça, l'ADN polymérase, elle va être capable de rajouter ces nucléotides. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, quand on fait une PCR, il faut la matrice, il faut les amorces, mais il faut aussi une ADN polymérase thermorésistante, par exemple la Taq polymérase, et aussi des DNTP. Alors j'ai marqué NTP ici, mais il faut bien comprendre, c'est plutôt du DNTP quand on fait de l'ADN. Enfin, donc ça veut dire qu'on rajoute tout ça sous forme de kits, que j'ai mis sur la gauche, tous ces réactifs, ces nucléotides, etc. Et donc il va falloir acheter un mix PCR qui va contenir tout ça. On va rajouter les amorces séparément, l'ADN séparément, et un mix PCR qui aura des DNTP, des nucléotides. Souvent on dit NTP quand on l'écrit par abus de langage, mais si vous voulez être précis, c'est DNTP, je précise bien. Et bien sûr, il va falloir aussi d'autres éléments. Un élément qui est important pour que la polymérase pure puisse fonctionner, c'est du magnésium. Il y aura d'autres éléments de tampon, et le magnésium notamment est nécessaire pour le fonctionnement d'une ADN polymérase. Ainsi, au bout d'une trentaine de cycles, on passera d'une région ADN, d'une molécule, à 1 milliard de molécules. Donc une belle amplification. S'il y a un fragment d'ADN de porc dans notre plat préparé, et bien après amplification, on aura 1 milliard de fois la copie d'une région particulière de l'ADN du porc. Bien sûr, attention, on ne copie qu'une région particulière qui aura une taille particulière. Donc pour faire une PCR, il faut donc la matrice, des amorces, un mix PCR qui contiendra une ADN polymérase thermorésistante comme la Taq, des nucléotides de type DNTP et d'autres éléments nécessaires au bon fonctionnement de la polymérase, notamment du magnésium. La région copiée en plusieurs exemplaires lors de la PCR, on va l'appeler l'amplicon. C'est-à-dire on va se retrouver avec une petite copie d'une petite région de l'ADN, mais en un très grand nombre d'exemplaires, on va appeler ça l'amplicon. Il aura une taille bien caractéristique et il fera donc une bande lumineuse d'une taille bien précise sur électrophorèse.
Ainsi, dès qu'on a une bande bien lumineuse, d'une taille bien caractéristique sur un gel d'électrophorèse, on saura qu'on a réussi à amplifier l'ADN de bœuf, de porc ou de poulet. Donc, je vous l'ai dit, lors des premiers cycles, la PCR amplifie un peu plus que l'amplicon. Pensez à aller voir le lien sur le site, je vous l'ai mis aussi dans le cours. Mais au bout de quelques cycles, seule la région amplifiée sera amplifiée, donc on aura un amplicon d'une taille bien précise. Vous avez vu ainsi qu'au cours de ces cycles, on fait varier 30 fois de suite, 94, 60, 72, 94, 60, 72, un grand nombre de fois, une trentaine de fois, voire 50 fois. Donc, pour ça, il faut un appareil qui est capable de faire varier la température très rapidement, à l'échelle de 2 minutes, passer par ces différentes températures. On appelle ça un thermocycleur. Donc vous auriez eu à utiliser un thermocycleur. Je reviendrai sur le modèle de thermocycleur que vous auriez eu à utiliser. C'est assez classique. Attention, il existe des thermocycleurs très précis qui font même de la PCR quantitative. Ils vous disent s'il y a de l'ADN de porc, mais ils vous disent quelle quantité. Nous, c'est binaire ce qu'on va faire aujourd'hui. On sera capable de savoir, en théorie, avec ce protocole, s'il y a de la présence d'ADN de porc, mais ça peut être juste une trace. On ne peut pas savoir si c'est vraiment une vraie fraude où on a mis des grandes quantités. Ce n'est pas une PCR quantitative. Par exemple, pour un diagnostic du coronavirus, on peut faire une PCR quantitative qui va vous dire exactement quel est le niveau d'infection virale de la personne et donc dire s'il reste des traces ou des grandes quantités d'ADN viral dans un patient infecté. Alors on a bien compris le principe de la PCR qui repose sur des amorces qui ont des caractéristiques bien énoncées, bien formulées et à bien respecter. On peut anticiper, on peut simuler une PCR et voir si des amorces marcheront à l'avance. C'est le principe de la bioinformatique. Avec un ordinateur, je suis capable de vérifier si mes amorces vont marcher et faire une bonne PCR. C'est ce que vous allez devoir faire. Vous allez utiliser des logiciels qui vont vous permettre de faire de la bioinformatique et de vérifier que les amorces que je vous ai mises dans le protocole sont des amorces pertinentes. Bon, vous connaissez peut-être un peu la réponse. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Dans une première étape, on va vérifier la spécificité des amorces, vérifier qu'elles sont capables d'amplifier les amorces de porc que le porc, les amorces de bœuf que le bœuf, et vous allez devoir compléter un petit questionnaire à 3 ou 4, mais un petit questionnaire qui sera évalué, donc on ne met pas de bêtises. Vous allez aussi, dans un deuxième temps, vérifier que la PCR pourra fonctionner. C'est pas parce que 2 amorces s'hybrident chez le porc que la PCR marche. Rappelez-vous que vos 2 amorces, elles doivent être bien orientées à une certaine distance pour pouvoir amplifier une région bien particulière, l'amplicon. Donc, il existe des logiciels qui vont vous permettre de simuler la PCR et d'ainsi anticiper, déjà voir les caractéristiques de vos amorces, leur TM, etc. et anticiper même les résultats de la PCR. Donc ça, on verra ça dans un deuxième temps. Donc, premièrement, on va s'attacher à cette première partie de vérification de spécificité des amorces. On va vérifier que les amorces ne s'hybrident pas en couple chez une autre espèce. Les 2 amorces doivent s'hybrider chez le porc. Bon, si une des 2 amorces est capable de s'hybrider chez une autre espèce, c'est pas grave, ça deviendra vraiment problématique si elles s'hybrident toutes les 2 chez une autre espèce. Si les 2 amorces de porc s'hybrident chez le bœuf, il va falloir se méfier. Bon, si ça s'hybride chez un animal rare comme le phacochère ou le tamarin, c'est pas grave, il y a peu de chances qu'on ait des raviolis avec du tamarin. Quoique, on peut peut-être innover, ça fera un nouveau plat préparé, avec une peut-être dangerosité virale, on va dire. Bon, donc si on veut révéler du porc, il faut bien vérifier que nos amorces ne s'hybrident que chez le porc. Il faut aussi vérifier que le génome est nucléaire ou mitochondrial. C'est important. Mais pourquoi c'est important? Tout simplement parce que le génome mitochondrial, déjà, il est plus facile d'accès, et ensuite, il est en grande quantité. Notre génome nucléaire, c'est que un génome. Notre génome mitochondrial, c'est une trentaine de copies. Donc si on fait de l'amplification sur un génome mitochondrial, a priori, on a plus de chances d'arriver à une belle amplification. Je vous rappelle que le génome mitochondrial, c'est celui qui a été utilisé pas plus tard que l'année dernière, donc dans les années 2019, pour identifier Jacques l'Éventreur. Il a été identifié grâce à son ADN mitochondrial. Alors vous pouvez retrouver les articles, vous verrez que ce n'est pas forcément une identification très sûre, mais vous voyez que l'ADN mitochondrial peut avoir des utilités en termes de diagnostic. En plus, il est facile à extraire. On peut aussi vérifier quelque chose. Est-ce qu'on amplifie une région codante, celle d'un gène, est-ce que c'est un gène ou une région codante en général? C'est parce que, rappelez-vous, il y a les gènes ARN et les gènes à protéines. Ou est-ce que, au contraire, c'est une région non codante? Ça, c'est important parce que si c'est une région codante ou un autre gène ARN, en tout cas quelque chose qui a une fonction, elle va être bien conservée. Tous les porcs auront la même séquence et donc l'amplification marchera chez tous les porcs. Si c'est une région non codante, elle risque de changer d'un animal à l'autre et notre amplicon, il va changer de taille d'un animal à l'autre. Et donc, ça va devenir compliqué. Alors,
Maintenant, passons à comment faire cette analyse. Pour faire cette analyse de ces caractéristiques que vous venez de voir diapo précédente, on va taper Blasten dans Google. On voit Blasten, NIH, hop, on copie et on y va. Dans Blasten, c'est pas compliqué, il suffit d'aller coller la séquence d'une seule amorce dans la petite case rectangulaire jaune que vous voyez ici. Donc on colle ici la séquence d'une amorce. On la colle ou on la tape à la main, mais alors là, il ne faut pas se tromper. Et une fois qu'on a collé cette séquence, il n'y a rien à configurer. Le but de Blasten, c'est de comparer la séquence de cette amorce avec les banques de données de tous les autres génomes. On va voir si cette amorce, on la retrouve que chez le cochon, et seulement chez le cochon, et pas chez d'autres espèces. Donc ensuite, on scrolle, on déroule la page, et il y a un bouton là, Blast. On appuie sur le bouton Blast. On appuie sur le bouton Blast, et hop, ça va nous comparer la séquence de l'amorce déjà donnée avec tout le reste. On va avoir ainsi des résultats. On va avoir une liste de toutes les espèces chez qui il y a une correspondance. Donc tant qu'on voit marqué Suscrofa, par exemple, le porc, tout va bien, mon amorce elle est chez le porc. Si je vois Bostorus, c'est inquiétant, mon amorce elle s'hybride chez le bœuf. Si je vois d'autres espèces, je dois les noter et pour vérifier que ce n'est pas des espèces stupides, je dois vérifier qu'il n'y a pas un risque que ça va faire rater mon analyse PCR sur un plat préparé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le nom d'espèce qui est important ici. On voit par exemple si c'est mitochondrial ou nucléaire, donc on a comme ça la réponse. Et on peut aussi voir apparaître le nom d'un gène. On peut ainsi voir si c'est un gène ou une région, si c'est un gène codant, si c'est un gène général ou si c'est une région non codante. Passons maintenant à la partie 2. Une fois qu'on a vérifié que les 6 amorces utilisées, 2 pour le bœuf, 2 pour le poulet, 2 pour le porc, une fois qu'on a vérifié que ces amorces, elles marchaient bien pour faire une PCR, eh bien, on va pouvoir faire cette fois-ci une simulation de la PCR, vérifier que les TM convergent et que ça peut donner un amplicon d'une taille bien définie. Que les amorces ne se retrouvent pas comme ça, dans ce cas on n'amplifie rien, il faut bien qu'elles soient convergentes. Donc on va simuler et on a un logiciel qui le fait, c'est MFE Primer 3. Donc on va vérifier que les TM sont compatibles. On va vérifier qu'on n'a qu'un seul amplicon dans les conditions expérimentales. Il ne faut pas qu'on amplifie plusieurs amplicons chez le porc. Et ainsi, on va vérifier la taille de l'amplicon. On va récupérer la taille de l'amplicon du bœuf, du poulet, du porc. Et comme ça, on pourra anticiper les résultats. Allez, c'est parti, voyons comment on fait. Sur Google, je tape MFE Primer 3. Hop, je tombe sur ce site, en haut, eGenetech. Je me connecte. J'arrive sur cette fenêtre. C'est pas compliqué. Je dois coller cette fois-ci les 2 amorces. Si par exemple je veux analyser le porc, je vais coller la première amorce du porc et la deuxième à la ligne. Vous le voyez ici. Je dois faire aussi attention de changer cette rubrique, ce que je n'ai pas fait ici. Là, vous voyez par défaut, c'est Homo sapiens. Moi, je veux voir si ma PCR elle va marcher chez le porc, Suscrofa, ou le bœuf, Bostorus, ou la poule, Gallus gallus. Donc là, je vais aller sélectionner dans les génomes disponibles le génome du porc si c'est les amorces du porc. Et je ferai pareil, les génomes du bœuf si c'est les amorces du bœuf, et ainsi de suite. Et une fois que j'ai fait ça, je scrolle, je peux exécuter l'analyse. J'appuie sur le bouton Run. Donc, une fois que j'appuie sur le bouton Run, l'analyse MFE Primer 3 se fait. On va simuler une PCR et on va vérifier si la PCR a marché. Résultat. Mes résultats, bon, c'est un horrible charabia, mais il ne faut pas avoir peur. En haut de la page, déjà, je vais récupérer les TM des amorces. Donc les TM, ils sont là. Est-ce qu'ils sont proches? Je vois 59,5, 65, j'arrondis à 0,5 près. Ouais, à 1 degré près, c'est la même chose, c'est autour de 60 degrés, donc très bien. Ma PCR, comme je fais l'hybridation à 60, tout colle, ça va s'hybrider, ça va marcher. Ensuite, je vais aller regarder si je peux avoir la taille de l'amplicon. Alors je regarde, vous voyez, j'ai plein d'amplicons qui apparaissent. Et ce que je regarde parmi ces amplicons, c'est je dois regarder le delta G. Vous vous rappelez les histoires d'enthalpie libre. En gros, je dois regarder si le delta G est très négatif pour que l'amplification puisse se faire spontanément. Et donc, ce que je regarde, je vois plein d'amorces qui ont potentiel qui arrivent. Je vérifie la première ligne, celle qui est grisée ici. On voit bien qu'elle se fait autour de 60 degrés. Ça tombe bien, c'est ma température d'hybridation. Et là, un delta G très négatif. Donc là,
je sais qu'ici, je vais avoir une réaction spontanée, alors que les autres, elles ne se font pas forcément à la bonne température, ni avec un delta G compatible. Donc, comme le delta G colle et que le TM colle, très bien, je vais avoir un amplicon. J'ai plus qu'à récupérer sa taille. Oh, je vois ici que 131 paires de bases, donc je vais avoir un amplicon qui sera une petite séquence d'ADN de 131 paires de bases. Il ne reste plus qu'à faire donc ça pour les 3 espèces, et ainsi j'aurai la taille des 3 amplicons. Donc maintenant c'est à vous. Je vais vous envoyer sur le chat un lien avec un questionnaire. Vous allez faire l'analyse bioinformatique concernant le porc, le bœuf, le poulet, pour voir s'il y a une bonne faisabilité, une bonne précision dans les tests PCR que vous aviez à faire. Bien sûr, vous n'avez qu'un questionnaire à remplir par groupe, pensez à mettre tous les noms des membres du groupe pour qu'on ne laisse personne sur la touche. Par contre, vous allez pouvoir discuter avec votre chat à partir de votre document commun pour déterminer ensemble, par équipe de 3 ou 4, les caractéristiques de votre analyse bioinformatique. Voilà.